cette série de cours sur les comportements non linéaires et bien sûr dans un contexte de la simulation numérique sur logiciel. Et l'objectif, c'est de montrer, de chercher comment le logiciel traite et analyse un problème où il y a de la plasticité, quelles sont les données qui lui sont nécessaires, comment analyser par la suite les résultats fournis par le logiciel. Voilà donc, ceci nécessite un minimum de connaissances sur la loi de comportement et les paramètres qui agissent dans cette loi de comportement. Dans cette vidéo, seront exposées la loi rigide parfaitement plastique, puis la notion de surpotentiel de dissipation plastique. On va aborder aussi la formulation incrémentale et la régularisation de la loi plastique par la loi élastique. Commence d'abord par les non-linéarités. Donc les non-linéarités, c'est ça. Lorsque, de point de vue mathématique, lorsque j'ai une fonction qui pour un f de x, j'ai plusieurs valeurs de x. x1, x2, x3. Et de même, vous constatez ici, si je dérive par exemple cet exemple de fonction non linéaire, la dérivée, elle va s'annuler en plusieurs points. Ce point, celui-là, celui-là et celui-là. Dans la mécanique, généralement, le calcul numérique, il est basé sur la minimisation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on cherche où l'énergie mécanique s'annule. Donc, pour chercher donc le minimum de cette énergie, il faut la dériver. Il faut calculer la dérivée de l'énergie et chercher là où s'annule la dérivée. Et si cette dérivée de l'énergie, cette énergie elle est non linéaire, elle a plusieurs, par exemple, la dérivée s'annule en plusieurs points, donc je dois avoir une procédure ou un algorithme pour ça. Voilà, donc toujours dans cette série sur la mécanique non linéaire, cette vidéo sera donc consacrée au comportement élastique, parfaitement plastique. Toujours dans le contexte d'un travail numérique sur logiciel. Voilà, l'objectif ici, c'est de montrer ou de chercher quelles sont les données nécessaires pour un logiciel, qui va analyser un problème de plasticité. Et aussi, vous devrez avoir la capacité par la suite d'analyser le résultat fourni par le logiciel, dans ce cadre. Ça, d'une part. D'autre part, comment, corriger les erreurs retournées par le processeur lorsqu'il exécute un problème de plasticité. Parfois, il se bloque, il va vous sortir des messages d'erreur. Ces messages d'erreur, il faut savoir sur quels paramètres il faut agir pour
corriger. D'accord? Voilà, dans ce cas, nous allons commencer par la loi rigide parfaitement plastique. On va aborder aussi la notion de surpotentiel de dissipation plastique, la notion de régularisation de la loi plastique par la loi élastique, et enfin, on va voir la formulation incrémentale programmée dans Abaqus et utilisée par Abaqus pour analyser et traiter les problèmes non linéaires quasi statiques. Alors je rappelle la notion de non-linéarité. Une fonction de point de vue mathématique est non linéaire lorsque pour un y ou bien f de x, il y a plusieurs valeurs de x qui ont la même image. Pardon? Pour plusieurs valeurs de x, je trouve la même image y, ou bien l'inverse. De même, je constate ici que la dérivée s'annule en plusieurs points. Donc j'ai ici, voilà, des tangentes en plusieurs points où s'annule, où la dérivée est nulle. En mécanique, la formulation numérique d'un problème de mécanique repose sur la minimisation de l'énergie. Et si cette énergie, d'accord, A s'annule en plusieurs points, ça veut dire que la fonction a plusieurs extrémums, je dois être capable de localiser le minimum global. Et ceci nécessite bien sûr un petit algorithme pour le faire. Voilà, ce cas-là, je peux l'assimiler à un virage. D'accord? Lorsque je conduis en linéaire, c'est quand je suis en élasticité linéaire, j'ai une loi de la forme y égale à x plus b. D'accord? À chaque y, il y a un seul x, et à chaque x, il y a une seule y. D'accord? Donc là, donc le chemin, donc il est clair, il n'y a pas de problème, je ne vais pas prendre trop de précautions. Mais lorsque je conduis sur un virage, moi je dois ici, voilà, prendre les précautions et faire attention aux imprévus pendant la route. Je dois aller doucement. Mais il y a un autre cas de non-linéarité, c'est celui-ci. Lorsque pour une valeur, j'ai une plage de valeurs comme ça. D'accord? Tout un intervalle. Pour 0 ici, j'ai tout un intervalle de y, et pour y0, j'ai encore tout un intervalle de x. Ceci, personnellement, moi, je l'imagine comme une falaise, d'accord? Et pour laquelle donc, je peux ne descendre ni monter sans utiliser un moyen, soit de creuser, créer une pente, ou bien d'utiliser une échelle. D'accord? Ceci fait partie de ce qu'on appelle la mécanique non régulière, en anglais le non-smooth mécanique. D'accord? C'est la loi rigide parfaitement plastique et le problème de contact et de frottement de colons, voilà, ils se ressemblent. Ceci a été introduit par Jean-Jacques Moreau, un mathématicien et mécanicien français. Ce Jean-Jacques Moreau, c'est lui aussi qui est derrière la formulation incrémentale. Donc retenez bien, souvenez bien de cette personne-là, on va la retrouver aussi dans la formulation incrémentale. Voilà, le comportement rigide, parfaitement plastique, c'est celui-là, voilà, représenté par cette courbe. Pour la vitesse de déformation plastique, j'ai tout un intervalle entre moins sigma y et sigma y. Mais à partir de sigma y encore, j'ai tout un grand intervalle de epsilon point b. Voilà, c'est pour cela qu'on l'appelle donc le non-smooth mécanique. C'est-à-dire la mécanique non régulière. C'est une branche de la mécanique non linéaire, bien sûr.
Et la loi de comportement, ici je n'ai pas d'équation, comme la loi de Hooke, y égale à x plus b, ou bien sigma égale à e fois epsilon, comme pour le connaître dans le cas de l'attraction unilatérale. Mais ici, regardez, j'ai des inégalités. D'accord? J'ai 3 cas à écrire. C'est ça, c'est tout simplement ça, la loi de comportement. Maintenant, je vais rappeler un petit peu la notion de l'énergie, les théorèmes de l'énergie qui sont essentiels pour la suite. Donc si je prends un corps solide de volume oméga, soumis sur la portion de surface S1 à des forces de surface que je nomme T bar, à une densité de force volumique comme le poids par exemple. Si je néglige pas par exemple le poids de la structure, alors je vais utiliser ça comme densité de force volumique, et à des déplacements sur la partie S0 de sa surface. Si je prends par exemple le cas d'une poutre encastrée, la partie S0 c'est là où il y a l'encastrement, c'est U est égal à 0. La partie où il y a la charge, c'est le S1, charge répartie aux charges concentrées, c'est ça le S1. Et le F, il est représenté par le poids. Si je ne néglige pas le poids, voilà, c'est le poids. Je rappelle qu'un champ de déplacement est cinématiquement admissible lorsqu'il est continuellement dérivable. C'est-à-dire, si je dérive le déplacement, je peux calculer la déformation. Donc, il doit être dérivable pour que je puisse calculer la déformation. D'accord? Et il doit, bien sûr, vérifier les conditions et limites. Et sur la face S0, je dois avoir U égale à U bar. Donc ça, c'est la définition du champ cinématiquement admissible qui a été donc abordé dans le cours même dans le cours de l'élasticité linéaire aussi. Le théorème de l'énergie potentielle, le théorème de l'énergie potentielle, regardez, donc il est indépendant de la nature des comportements, que ce soit élastique, plastique, etc. Le théorème d'énergie, c'est un théorème qui est indépendant du comportement. Donc l'énergie potentielle, généralement, est égale à l'énergie de déformation, moins l'énergie externe, qui vient de l'extérieur. D'accord? C'est l'énergie interne, moins l'énergie externe, c'est-à-dire la somme des travaux, des forces volumiques et des forces surfaciques. Qu'est-ce qu'il dit donc ce théorème? Il dit que parmi tous les champs cinématiquement admissibles pour un problème donné, le champ de déplacement réel est celui qui minimise l'énergie potentielle des systèmes. Voilà, donc ça, c'est un théorème qui est très important, qui nous permet, voilà, d'écrire cette équation-là. On obtient cette fameuse équation qui va nous permettre de résoudre notre problème. Donc je calcule le d de E P sur d de epsilon égale à 0, et ça va me donner l'expression de epsilon P, de epsilon, etc. D'accord? Je vais donc sortir beaucoup de choses à partir de cette relation. Et si je dis donc d de EP égale, sur d de epsilon égale à 0, ça veut dire que tous les termes qui sont là, ils doivent être dérivables. En particulier celui-là. Celui-là doit être dérivable par rapport à epsilon, ou bien par rapport au déplacement U, si je travaille en déplacement. D'accord? Donc il doit être dérivable. Et s'il n'est pas donc dérivable, voilà, il faut chercher donc un moyen mathématique pour approximer sa dérivation. Et voilà, maintenant on va calculer cette fonction dans le cas de la plasticité parfaite. Voilà, cette fonction, elle va nous servir pour utiliser ce théorème. Voilà, le potentiel plastique, le potentiel de dissipation plastique, on est aussi sous le nom de surpotentiel de dissipation ou de pseudo-potentiel de dissipation. Donc, dans les ouvrages, vous pouvez trouver donc ces 3 termes qui signifient la même chose. D'accord? Donc, je parle de puissance parce que j'utilise encore la dérivée. Je ne suis pas encore passé à la déformation. Je suis toujours à la vitesse de déformation. Voilà, je n'ai pas encore utilisé l'hypothèse
de quasi-statique. Et voilà, donc si je calcule cette puissance-là de dissipation, voilà, je vais trouver ici de 0 à un epsilon point P quelconque, l'intégrale de cette intégrale-là, voilà, elle va donner ce cas-là. Si epsilon point P est supérieur à 0, je vais avoir sigma y fois epsilon point P. Si epsilon point P est inférieur à 0, je vais avoir ici un sigma, tout simplement. Voilà, donc j'ai déjà deux valeurs. Et c'est ça la non-linéarité de cette loi. Elle se trouve ici, à partir de là. Voilà, bien sûr, donc résoudre donc l'équation, donc ça revient donc à avoir cette fonction-là qui doit être. Ici, je remarque ici que le potentiel de dissipation n'est pas dérivable au point 0, 0. Si je représente ça graphiquement, voilà, je vais avoir ici un point anguleux dans lequel ici, il y a plusieurs tangentes. Lorsque je dis plusieurs tangentes, ça veut dire plusieurs dérivées parce que l'interprétation graphique de la dérivée, on a un point quelconque, ça donne la tangente. Et ici, je vois très bien sur le graphe, ça se montre très bien qu'ici, j'ai toute une plage, voilà, de tangente ici. Voilà, donc la fonction n'est pas dérivable au point 0. Alors, si je veux écrire la loi constitutive, par la loi constitutive, je dois donc chercher comment calculer le sigma à partir de la dérivée de epsilon point P. Je vois donc ici la loi. Donc, tous les cas possibles. Et lorsque donc epsilon point P est égal à 0, le phi il est non dérivable. Et la dérivée, ça va donner donc tout cet intervalle-là. D'accord, entre moins sigma y et sigma y. Et voilà, donc la loi constitutive, c'est ça. Pourquoi je mets ici appartient? Parce que là, j'ai tout un intervalle. C'est-à-dire, sigma, il appartient à tout un intervalle lorsque epsilon égale à 0. C'est-à-dire, la fonction n'est pas dérivable, donc j'utilise l'inclusion différentielle, ce qu'on appelle l'inclusion différentielle. D'accord? Donc là, parce que la fonction n'est pas différenciable, ou bien n'est pas dérivable. Alors, je vais sauter un petit peu vers la régularisation. Si j'utilise donc la loi élastoplastique, donc je vais ajouter ce terme-là. Et dans le surpotentiel élastoplastique, ici je vais avoir un terme qui est dérivable. D'accord? Celui-là. C'est E fois epsilon point carré, qui est dans cette partie de parabole. Donc je n'ai plus le point anguleux ici. D'accord? Et la fonction, donc elle va devenir dérivable. D'accord? La fonction ici, j'obtiens. Et là, c'est ça ce qu'on appelle la régularisation. Voilà, donc le modèle rhéologique, ici j'ai introduit la notion de modèle rhéologique. Le modèle rhéologique, donc, il permet voilà, de schématiser, comme les schémas électriques, je schématise aussi les comportements des solides. L'élastoplastique, il est donc schématisé par un ressort, la partie élastique par un ressort dans mon E, et par un patin de seuil sigma y, si vous voulez juste schématiser. Et toujours donc notre loi constitutive, donc dans ce cas-là, le epsilon point appartient à sigma sur E, la partie élastique, plus cette fonction, la dérivée de cette fonction indicatrice qui est égale à 0,6x à l'intérieur de cet intervalle élastique, c'est-à-dire cette partie-là sera égale à 0, donc si epsilon est égal à sigma sur E, sinon sera égal à plus l'infini. Et voilà, donc je résume, lorsque je passe donc en déformation, et je résume cette partie-là. Donc, si donc j'ai régularisé, voilà l'initial, j'avais un point anguleux, mais après lorsque je mets l'élastoplastique, j'ai donc ici une partie parabolique. Donc les données nécessaires pour aborder
un tel problème sont le modèle de Young, coefficient de Poisson et la limite élastique. Voilà donc les données à entrer. Et bien sûr, pour Abacus, il vous demande le epsilon plastique. Dans ce cas-là, le epsilon plastique initial est égal à 0. Donc ça commence de 0. Voilà, donc en résumé, un solide donc, passe par un comportement élastique. Après le comportement plastique, regardez ici, il passe par un palier. Donc le comportement élastique parfaitement plastique, il constitue cette partie-là pour les matériaux ductiles. Les matériaux ductiles font un petit palier, comme ça, avant de passer à l'écrouissage, c'est-à-dire à la partie non linéaire en verre. Donc cette partie-là, dans les matériaux donc ductiles, l'élastoplasticité parfaite s'arrête à ce niveau-là. Mais si je prends par exemple les matériaux fragiles, comme l'argile, le béton, le verre, etc., la plupart de ces métaux, la limite élastique, pratiquement, ils s'identifient à la limite à la rupture. C'est-à-dire qu'ils se cassent rapidement. C'est-à-dire que le comportement élastique passe inaperçu. C'est pour cela, pour les matériaux fragiles, généralement, si je veux faire un essai de traction, je ne dois pas utiliser les méthodes destructives. Je dois chercher donc d'autres méthodes non destructives pour chercher la limite élastique qui est très très proche de la résistance à la rupture. Voilà en gros. Donc là. Après donc je vais ici introduire brièvement le potentiel complémentaire. Complémentaire, c'est-à-dire lorsque je calcule en fonction de champs statiquement admissibles. C'est-à-dire, au départ, j'ai travaillé avec le champ cinématiquement admissible qui est le epsilon point. Maintenant, le sigma. Si je veux calculer le sigma, je dois utiliser ce qu'on appelle la relation de Feinstein. C'est-à-dire, je veux calculer le sup de ça. Pour calculer encore le sup, c'est-à-dire le maximum de ça, donc je dois encore chercher, dériver ça par rapport à epsilon point p. Je dois le dériver et chercher où la dérivée s'annule. Et après, je peux remplacer donc ce epsilon point p par sa valeur. Voilà, ce qui donne ici le sup de sigma moins sigma y fois epsilon point p. Et voilà donc, ce sup il est égal à 0 si sigma est inférieur à sigma y, c'est-à-dire je suis dans le domaine élastique, égal à l'infini si sigma est supérieur à sigma y. Donc c'est ça le potentiel donc, complémentaire. Donc j'utilise le potentiel complémentaire lorsque je vais travailler en contrainte. Lorsque je travaille en déplacement, j'utilise le surpotentiel de déformation. Lorsque je travaille en contrainte, je dois utiliser le complémentaire. Mais généralement, la plupart des cas, on trouve qu'il est plus aisé de travailler en déplacement. Et voilà, donc je schématise maintenant, j'essaie de représenter graphiquement. Voilà, la non-linéarité est entre moins sigma y et sigma y. Donc sur cette plage-là, j'ai 0. D'accord? Et là encore, j'ai une seule valeur. Ici, j'ai plusieurs tangentes. Là encore, j'ai plusieurs tangentes, mais c'est toujours non dérivable. D'accord? Nous passons maintenant à la formulation incrémentale. D'accord? C'est quoi donc la formulation incrémentale? La formulation incrémentale, l'objectif, c'est d'éliminer le paramètre temps de la formulation dans les cas quasi statiques. Donc lorsque je traite un problème dans lequel les vitesses de déformation sont assez lentes pour être assimilées à des cas statiques, dans ce cas-là, donc je n'ai pas besoin de garder donc le paramètre de temps. Au lieu donc de travailler sur tout le temps de la déformation, je vais travailler sur un pas de temps, ce qui s'appelle aussi la méthode pas à pas. Et je prends un pas de temps
égale à 1, et dans lequel donc j'aurai le même processus qui va se répéter dans chaque pas. Voilà, donc le schéma incrémental, ou bien le schéma d'intégration implicite, il a été donc développé par Jean-Jacques Moreau, que nous avons vu au début, et ça permet donc l'élimination des paramètres temps dans les comportements quasi-statiques non linéaires, comme le cas de la plasticité et le contact avec ou sans frottement. Voilà, donc ça, donc l'étude donc des problèmes d'évolution en mécanique, parce que là, donc c'est un problème d'évolution. Donc il faut une discrétisation temporelle. Donc je ne fais pas pour éliminer donc cette discrétisation temporaire qui n'est pas nécessaire dans le cas d'un problème quasi statique. Voilà, je vais utiliser la formulation incrémentale. Cette formulation incrémentale, elle est implémentée dans Abaqus. Voilà, Abaqus, donc il utilise. Donc, il utilise, par exemple, je vais voir ici, je reviens à Abaqus. Sur Abaqus, à un certain temps, vous avez à régler l'incrément. Voilà, c'est ça ce que ça signifie. Donc, lorsque vous travaillez en plasticité ou bien, par exemple, dans un problème non linéaire, si vous ne réglez pas les incréments, et bien sûr, le processus, il va se bloquer, c'est-à-dire avorter. Le processus ne va pas se terminer. Et dans ce cas-là, je fais donc le maximum, si ça le pas, que j'ai dit je prends égal à 1, dans mon cas. Je dois donc fixer le nombre maximum d'incréments. Je fais le maximum que je peux pour que le processus, que le problème converge. Et je dois régler donc l'initial. Par exemple, si j'applique 1000 newtons comme charge, et je mets comme chargé comme incrément initial 0,01, il va diviser les 1000 par 100. C'est-à-dire, il va commencer par 10. Et si jamais le problème ne converge pas, il va vous sortir un message comme quoi l'incrément il est très grand. Et vous devrez donc soit réduire l'incrément initial, soit réduire ici le minimum. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est l'initial, mais ça, c'est le minimum. Lorsque, donc, Abaqus, si lui, donc, il va faire le départ de 0,01, mais après, il va prendre le minimum des incréments dans cette marge-là jusqu'à 10 moins 8, parce qu'on va see ici, j'ai fait 10 moins 8. D'accord? Voilà, donc, il faut jouer sur ces paramètres. Si jamais ça ne converge pas, il vous sort donc le message d'erreur que l'incrément est trop grand. Ou bien si vous avez donc, ça c'est automatique, ou bien fixé. Lorsque vous fixez, vous rentrez juste le maximum, vous ne lui donnez pas le minimum, d'accord, bien, et vous lui donnez juste l'incrément. Voilà, l'incrément, donc l'incrément, lui, il va de 10, 20, 30, 40, etc. Mais si vous lui donnez un minimum, ben, il peut ne pas aller 10 par 10. Pour aller 10, après, il peut chercher 1 ou 2 ou 3 qui lui permettent d'atteindre la convergence. Ok? Voilà, je vais donc maintenant revenir. Alors, c'est ça, à quoi ça? Donc, la connaissance de cette formulation incrémentale, donc il est indispensable à connaître, voilà, pour savoir pourquoi Abaqus nécessite un réglage des incréments dans le cas d'un comportement non linéaire. Voilà, donc je vais poser donc un pas de temps, delta t égale à t1 moins t0, et je vais aussi poser un incrément des variables. L'incrément delta peut être l'incrément de déplacement, l'incrément de la déformation, l'incrément de la contrainte, etc. Et voilà, donc voilà, ça c'est les valeurs à la fin des pas, ça c'est les valeurs au début des pas, et ainsi de suite. Et le epsilon point P, la vitesse de déformation, égale normalement à delta epsilon P sur delta tau, tout simplement, d'accord? Et après je vais remplacer, donc je vais mettre le delta epsilon P, c'est ça ce que je vais sur est égal à la delta tau. Le schéma implicite, il va évaluer à la fin du pas, c'est à epsilon point 1 P.
c'est-à-dire à la fin du pas. Pourquoi le schéma implicite évalue à la fin des pas? Pour que je sois sûr que je suis sur la plus grande valeur. C'est-à-dire, si je vais vérifier les conditions de résistance, par exemple, je dois donc c'est la fin du pas qui va me donner donc la bonne valeur à comparer. Mais toujours, il faut savoir que ça, c'est une approximation, bien sûr. C'est une approximation, c'est-à-dire, si j'évalue à la fin des pas, je m'en fiche du début des pas, parce que le epsilon point P, c'est-à-dire la déformation, il peut varier entre le début et la fin des pas. Mais généralement, c'est la fin des pas qui m'intéresse, ça donne le résultat donc le plus fiable pour comparer par la suite et pour assurer la convergence. Donc le schéma implicite, il a été testé comme le schéma donc le plus robuste pour représenter ou pour résoudre les équations des comportements non linéaires. Et dans ce cas-là, donc les lois constitutives elles vont s'écrire en fonction des incréments. Ça y est, maintenant je remplace et je travaille qu'avec les incréments. Voilà, donc le delta WP, ça c'est la fonction complémentaire, c'est l'énergie complémentaire, et le delta VP, c'est l'énergie de déformation incrémentale. Voilà donc toutes les notions. Si je prends le cas uniaxial, je vais au cas uniaxial le plus simple, et je vais donc l'énergie élastique incrémentale, c'est tout simplement 1 sur E 2 fois delta epsilon E au carré. Voilà. Et le plastique, c'est le sigma Y fois delta epsilon P moins le sigma 0, si j'ai un sigma 0 initial. Si sigma 0 égale à 0, donc ce terme-là, il va disparaître. Après, on va utiliser un opérateur mathématique, le fameux opérateur mathématique qui est l'infconvolution. L'infconvolution, c'est lui qui va me permettre de grouper ces deux termes. Je mets donc le delta V de delta epsilon, c'est-à-dire le total, est égal à l'infconvolution de delta VE plus delta. C'est-à-dire l'infconvolution, tout simplement, je vais chercher le minimum de cette quantité-là par rapport à delta epsilon P. Autrement dit, je dois dériver tout ça par rapport à delta epsilon P égale à 0 pour chercher l'expression de delta epsilon P que je vais remplacer par la suite dans l'équation ici. D'accord? Je dois chercher donc ce delta epsilon P. Tout simplement, c'est ça donc l'infconvolution. Voilà, donc l'infconvolution a une propriété très intéressante ici et très importante qui est, c'est-à-dire l'infconvolution de fonctions non dérivables avec une fonction dérivable donne généralement une fonction dérivable. C'est-à-dire maintenant, voilà, j'ai pallié la non-dérivabilité du potentiel élastoplastique. Le potentiel élastoplastique maintenant que j'ai obtenu, celui-là que j'ai obtenu après cette dérivée-là, sera dérivable. Et voilà. J'ajoute encore, voilà, c'est la petite parabole que j'ai ajoutée ici. Je l'ai ajoutée par l'infconvolution. C'est ça le plus précis. C'est-à-dire, lorsque donc je ne mets pas directement la somme, si je veux calculer donc l'énergie de déformation totale, je dois mettre l'infconvolution de l'énergie de déformation élastique plus l'énergie de déformation plastique. C'est comme ça comment on calcule. Mais toujours regarder, j'ai besoin de dériver. Puisque j'ai besoin de dériver, donc j'ai besoin de savoir, d'avoir des fonctions qui sont dérivables. Maintenant, donc ici, nous avons régularisé la loi plastique non dérivable par la loi élastique qui est dérivable. C'est une régularisation naturelle, donc je n'ai pas, si vous voulez, approximé, je n'ai pas ajouté donc d'autres choses de l'extérieur. J'ai seulement utilisé la partie élastique des solides, malgré que petite ou minime ou inaperçue, voilà, il joue un rôle dans
la régularisation. Et voilà. Et on aboutit maintenant à l'algorithme de retour radial, le fameux algorithme de prédiction-correction qui a été proposé par Jean-Jacques Moreau, que vous avez vu au départ. Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est très simple. Au départ, j'applique ma contrainte, d'accord? J'applique et je vais faire une prédiction élastique. Je vais obtenir donc un sigma étoile. J'applique donc ma charge. Je calcule la déformation et je mets donc E fois le delta epsilon et je vais donc comparer le sigma étoile obtenu. Si le sigma étoile que j'ai obtenu, d'accord, est inférieur ou égal à sigma y, alors je suis dans le domaine élastique. C'est-à-dire que delta epsilon p égale à 0. Si jamais je dépasse ici, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement une projection orthogonale. Et je vais revenir ici sur le sigma y. D'accord? Et voilà, donc le système ne dépasse jamais le sigma y. Et le delta epsilon p serait égal à 1 sur E fois sigma 1 étoile moins sigma y. D'accord? Pour le calculer, c'est cette partie-là, de là jusque là. D'accord? Voilà, j'aurai un chargement élastoplastique et la correction delta sigma et sigma y moins sigma 0, tout simplement. Voilà, c'est cet algorithme qui est programmé et mis en œuvre dans les logiciels qui utilisent l'incrémental tel que Abacus. Ça, c'est dans le chargement uniaxial. Dans le chargement multi-axial, qu'est-ce qu'il faut? Donc seulement je vais donc remplacer, je vais travailler par les déviateurs, et je vais remplacer ici par le epsilon par le déviateur, d'accord, et je vais travailler par les déviateurs. Je vais travailler encore par le E, mais je vais travailler par le facteur de compressibilité. Et voilà, et je vais travailler avec le sigma équivalent. Je vais calculer le sigma de von Mises, par exemple, et je vais comparer. Si le sigma équivalent que j'ai obtenu est inférieur à sigma y, alors le delta EP égale à 0. D'accord? Le delta S, c'est-à-dire le déviateur de contrainte égal à 2G fois delta E. Sinon, voici donc la formule. Et tout ça, il est calculé donc à partir de l'inconvolution, celui-là. Et voilà, maintenant vous connaissez donc très bien comment ça marche dans Abacus. Et les lois constitutives dans ce cas, puisque j'ai régularisé, les fonctions sont devenues dérivables. Et je peux écrire ici le égal, tout simplement. D'accord? Donc le delta W, c'est l'énergie complémentaire ou bien le dual de delta V. D'accord? Donc généralement, dans une formation en déformation, en déplacement, l'incrément des déformations est calculé par minimisation de l'énergie potentielle et celui des contraintes est déduit par la loi constitutive. Il suffit donc de dériver. D'accord? On calcule celui-là, on calcule l'énergie de déformation, on dérive par rapport à l'incrément et on calcule le sigma. Dans le cas où je travaille sur un problème en déformation ou bien en déplacement. Voilà, j'introduis ici une petite notion qui est la déformation rationnelle ou bien la déformation vraie, le true deformation, dans le cas en anglais. Donc normalement c'est l'intégrale entre L0 et L sur D. On est donc habitué à écrire epsilon égale delta L sur L. Donc ça c'est l'ingénierie, ça c'est la déformation dans l'ingénierie, d'accord? Mais la déformation vraie, normalement, c'est celle-là. C'est une intégrale qui donne le logarithme népérien de 1 plus la déformation de l'ingénierie. Voilà un exemple où j'ai de l'écrasage, donc un comportement avec un petit palier ici et avec ici un petit. Donc le sigma ultime, avec un point de rétrécissement, je reviens donc à sigma et ingénierie, d'accord? Après c'est rétrécissement, d'accord?
Voilà, donc c'est un exemple lorsque j'ai donc l'écrouissage, lorsque voilà, donc le passe à la déformation plastique irréversible, et même les comportements, voilà, il peut avoir donc un retour élastique. S'il a un retour élastique, c'est-à-dire que la limite élastique, elle va changer. C'est comme le précontraint. Voilà donc un exemple de l'écrouissage. Et lorsqu'on arrive donc à l'écrouissage, ici, chaque matériau a sa propre loi déterminée expérimentalement. Donc ici, il n'y a pas de relation, voilà, qui permet de caractériser tous les matériaux. Chaque matériau, il a une relation, il est déterminé point par point expérimentalement. Et voilà notre vidéo pro. Enfin, j'espère que ça a été donc intéressant et utile pour vous. Merci de votre attention.